Say hello. Can you do me one favor? Say ready, set, go. If you scream and you fight, we put a gag in your mouth and throw you in the truck. That's a fucking psycho! You're the one that wanted to hang out over here. Yeah, but I never realized you guys are fucking psycho. Hey, I realized just in time. Fucking great, man! I fucking feel great. Il est 3h du matin. Vous êtes complètement perdu sur Internet. Cela fait environ 30 minutes que vous ouvrez des onglets compulsivement. Et là, vous vous retrouvez sur Reddit. Un post appartenant à r/Lost Media sort du lot. Vous décidez de cliquer dessus. Documentaire perdu, le vrai Blair Witch. On peut y voir un message de l'utilisateur Emerald Spring qui nous explique qu'il n'y a quasiment aucune information sur ce documentaire et aucun endroit où le regarder. Il se souvient qu'il était passé à la télé, qu'il n'avait rien à voir avec le film Projet Blair Witch, que c'était plutôt un documentaire true crime qu'il adorerait pouvoir regarder à nouveau. Il se demande si quelqu'un n'aurait pas des archives quelque part, mais il imagine que son manque de disponibilité l'a rendu perdu. Accompagné de ce message, on peut y voir un lien menant à sa page IMDb, nous permettant d'en savoir un petit peu plus. Un groupe d'adolescents venant de Flint, dans le Michigan, se filme en train de kidnapper et terroriser une femme, avant de l'emmener dans la forêt et de la jeter dans une tombe qu'ils ont creusée eux-mêmes, et lui laissant faire ses dernières prières avant de lui couper la gorge. Il n'a pas fallu longtemps avant que le post prenne de l'intérêt. Personne n'avait réellement de réponse, mais c'est justement le manque cruel d'informations qui rendait ça encore plus intéressant. Un documentaire mettant en scène un meurtre? Qu'est-ce qu'a vu Emerald Spring ce jour-là à la télévision? Est-ce qu'il avait le droit de le voir? Est-ce que ce qui est dit dans le pitch du documentaire est vrai? Et est-ce que tout ça est vrai tout court? Pendant presque un an, il n'y a eu aucune réponse à ce sujet. Jusqu'à un jour. Un utilisateur du nom de Transbian8787 poste un commentaire. J'ai une copie, je suis en train de la poster. Et c'est après ce message qu'Internet va plonger dans une histoire bien plus étrange que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Puisqu'en contredit sa page IMDb, le vrai projet Blair Witch était loin d'être un simple documentaire, mais aussi l'un des incidents les plus fourbes d'Internet qui a changé la vie de toutes les personnes présentes ce jour-là, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais. Nous sommes à l'aube des années 2000, le 28 juillet 1999, quand sort le projet Blair Witch, un film indépendant dans le style du found footage, c'est-à-dire un film où l'on se retrouve placé à la première personne. On incarne un des personnages du point de vue de la caméra, et tous les dialogues prétendent être le plus naturel possible, comme si on était là au moment de l'histoire et qu'elle se construisait sur le tas. Cette manière de réaliser un film s'est vue très pertinente pour véhiculer la peur. Le côté granuleux, la résolution souvent faible en 480p voire VHS, ou encore les tremblements de la personne tenant la caméra rend plus difficile la vision du monde autour, ce qui pousse notre cerveau à combler ces zones d'ombre, et souvent par des choses étranges. Tous ces éléments-là ont pour but de laisser penser que ce qu'on voit pourrait être vrai, et c'est cet aspect qui a fait que Blair Witch a eu un impact culturel très fort aux États-Unis. Puisque bien que le film soit un faux documentaire, beaucoup de gens y ont cru et l'histoire autour n'a pas aidé. Il y avait un site web comportant des affiches disparues des personnages de l'histoire, des photos de leurs voitures abandonnées, des interviews de la police, des journalistes ou encore des gens qui vivaient dans le même quartier, ce qui a vraiment renforcé le côté tangible autour de l'histoire. Faut aussi se rendre compte qu'à ce moment, le style du found footage, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. En 99, les films à petit budget étaient très peu représentés, la majorité des films étant produits par les gros studios hollywoodiens. 60 000 $. C'est ce qu'a coûté Blair Witch, et il en a rapporté près de 250 millions. Alors quand il est sorti, et surtout qu'il a fonctionné, il a prouvé qu'avec des moyens modestes, on pouvait réellement faire un succès. Ce qui a motivé énormément de gens à s'en inspirer. On a eu droit à d'autres œuvres marquantes plusieurs années plus tard, mais aussi une tonne de films amateurs clichés qui essayaient juste de copier Blair Witch. Internet a alors commencé à être rempli de vidéos de basse résolution, censées documenter des faits paranormaux ou juste des événements choquants. La grande majorité était mal faite, simple à démystifier, mais parmi elles, s'en cachait une, bien plus macabre que toutes les autres. La vidéo commence, et dès le début, il y a beaucoup de choses qu'on peut noter. On se trouve à l'intérieur d'une maison typée américaine. La vidéo est filmée avec une caméra i8 avec le mode de vision nocturne, ce qui rend toute la vidéo verte et surtout extrêmement perturbante. Au premier plan, on est introduit à Daniel Taylor, en train d'être filmé par un homme, Travis Payer. L'ambiance est lourde, malaisante.
presque comme si quelque chose se préparait. Et derrière elle, un visage se distingue et semble montrer quelque chose. Un bandeau. Travis pose des questions à Daniel, puis il lui demande de lui faire une faveur et de dire « Prêt, feu, partez ». Aussitôt, Daniel sent quelque chose derrière elle. Ready? Mais avant même de pouvoir réagir, plusieurs hommes se jettent sur elle. Elle essaie tant bien que mal de se débattre, mais très vite, une fois au sol, elle comprend qu'elle est totalement impuissante face à la situation. Les hommes rigolent. Smile and say hi. Those are my boys. Il y a une fille aussi, Christina Lamb, qui se fait plutôt discrète. Les hommes lui posent des questions. Puis, la vidéo coupe. Il fait nuit et on se trouve dans une voiture. Daniel est à l'arrière, à côté de la même personne qui tenait le bandeau, mais maintenant, c'est sur les yeux de Daniel qu'il se trouve. Elle est terrifiée, et ça s'entend. Son visage ne transmet que de la peur. Et a raison, puisqu'à défaut de pouvoir jouer avec le bandeau, il joue désormais avec un couteau. Travis commence à lui poser des questions. Is your life good? Yeah, well, it was. Did you think that before you came over? Yeah. Daniel est paniqué, personne ne le rassure, puisque de toute façon, le pire l'attend. Et la vidéo coupe. On se retrouve de nouveau dans un nouvel endroit, toujours en pleine nuit et maintenant dans une forêt. Travis porte Daniel sur son épaule droite et il a l'air de se diriger dans un endroit précis, jusqu'à ce qu'il tombe sur quelque chose. Une tombe profonde d'un peu moins d'1 mètre, juste assez longue pour y faire entrer un humain. En arrivant, il la positionne dedans et commence à lui parler. Danielle, I want to ask you one last time while we still got time. If you could go back and fix anything in your life, would you? Ils veulent la couper en morceaux, puis l'enterrer vivante. Travis la regarde, en se tenant en face de la tombe, puis après un long moment, il lui retire son bandeau, avant de se mettre à sa hauteur et d'exécuter le plan. Après l'événement qui vient de se passer, il va être important de mettre un peu de contexte autour de cette scène en revenant juste avant elle. Février 2002. Flint, Michigan. Une jeune serveuse de 19 ans s'appelant Danielle Taylor croise le chemin de Travis Peya, un jeune homme de 20 ans. Travis était étudiant et accessoirement un amateur de cinéma d'horreur. C'était un garçon décrit comme très franc et extraverti. Il vivait en colocation avec John Cockerill, un ami à lui fan d'horreur également, et particulièrement par la réalisation de ses films. Il adorait être au cœur de l'action, avoir la main sur le déroulement des choses, et rêvait d'être connu. Leur maison était le spot du groupe d'amis composé de 3 autres personnes. Jimmy Carwile, Derek Faxlinger et Christina Lamb. Danielle faisait partie du groupe d'amis depuis quelques semaines, et un soir, le 6 mars, elle a proposé au groupe de se retrouver comme d'habitude. C'est alors ce qui s'est passé. Mais ça, c'était sans savoir que les autres membres du groupe s'étaient concertés entre eux dans le but de filmer un kidnapping pour en faire un documentaire dans le style de Blair Witch. C'est alors ce qui s'est passé. Ce jour-là, après avoir franchi la porte de la maison, Daniel venait de signer sa participation. Dans cette vidéo, il y a plusieurs choses qu'on peut voir qui sont plutôt troublantes. Plusieurs choses dont je n'ai volontairement pas parlé, plusieurs choses que j'ai aussi volontairement cachées, voire arrangées. Vous avez potentiellement remarqué des incohérences, ou peut-être simplement des moments qui vous ont semblé bizarres. Et c'est probablement parce que tout ce que vous avez vu depuis le début, tout était faux. Je vous remontre ce moment très marquant, puisque lorsque j'ai regardé le film pour la première fois, j'ai cru que c'était ici qu'il s'arrêtait. Sauf que non. Toute la bande se met à rire, puis se présentent chacun leur tour en tant qu'acteur du film. Mais dans le groupe,
il y a quelqu'un qui ne rigole pas. Pas du tout, à vrai dire. Elle est plutôt sous le choc, un peu dans les vapes, dans un état presque normal, mais pas tout à fait. L'état de quelqu'un qui ne sait pas s'il est sorti d'affaire ou encore en train de rêver. L'état de quelqu'un qui était plus que sincère tout le long du film, si c'est encore comme ça qu'on peut l'appeler. Et si vous pensiez que c'est comme ça que le film allait se terminer, un simple prank, c'est tout le contraire, puisque c'est à ce moment précis que plein de nouvelles questions se posent, et parmi elles une bien plus importante que les autres. Est-ce que Daniel était au courant ? Pour comprendre qu'est-ce qui a pu pousser le groupe à commettre un prank aussi intense, il est nécessaire de s'intéresser à leur environnement. La ville de Flint est un endroit très spécial. Autrefois une ville extrêmement attractive avec beaucoup d'opportunités, entre les années 40 et 70, c'était la ville phare de l'industrie automobile, la ville modèle de l'Amérique. Salaire élevé, prospérité de la classe ouvrière, emploi en abondance, attractive aux yeux des Afro-Américains du Sud pendant la Grande Migration, bons services publics, école solide, un véritable ascenseur social. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. La population a baissé de moitié. Parmi la dizaine d'usines automobiles, il n'en reste que quelques-unes. Le seuil de pauvreté est le plus grand de tout l'État du Michigan et le taux de criminalité un des plus élevés aux États-Unis. Même sans compter le désert économique, socialement, c'est encore pire. L'accès à l'éducation est difficile et tout est vide. La ville paraît morte. Et ça, c'est très démotivant pour les jeunes, qui ont beaucoup de mal à trouver des perspectives d'évolution. Comme je vous l'ai dit plus tôt, lorsque le projet Blair Witch est sorti, il a inspiré énormément d'amateurs. Et c'est le cas de notre groupe, qui a été animé par un rêve commun, un rêve de pouvoir sortir de la boucle que leur a imposé leur lieu de vie, un rêve commun de réussite. Alors malgré la multitude de moyens de parvenir à ça, grâce à Blair Witch, la possibilité de se frayer un chemin dans le cinéma semblait pour une fois à portée de main et surtout très alléchante. Quelques jours après l'incident, le groupe a proposé de se réunir dans le but de regarder le film qu'ils avaient créé. Mais pour une personne dans le groupe, l'objectif de ces retrouvailles était bien différent. En venant au regroupement, Daniel avait pris une cassette avec elle. Et après le visionnage du prank, elle a attendu que la tension se dissipe pour subtiliser discrètement sa cassette et la remplacer avec celle du film. Les jours qui suivent, une procédure judiciaire est entamée. En moins d'une semaine, la vie des 5 personnes du groupe allait prendre une tournure qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Tous se retrouvent arrêtés et conviés au tribunal pour accusation d'enlèvement et d'agression. Durant toute l'affaire, Daniel maintiendra qu'elle n'était au courant de rien jusqu'à la fin du film, et que de son point de vue, tout semblait vrai. Elle pensait réellement qu'elle allait mourir. Et en regardant le documentaire, il est très facile de voir à quel point sa peur avait l'air profonde. Mais ce ressentiment était loin d'être unanime. Et après de multiples revisionnages, plusieurs incohérences ont commencé à être mises en lumière. Que ce soit les avocats, des gens sur internet, ou tout simplement le témoignage du groupe lui-même, un sentiment très bizarre se dégage des interactions avec Daniel. Sa façon de sourire, de paniquer et d'être d'un calme implacable quelques minutes après, le groupe affirme que Daniel était bien au courant de tout ça et qu'il l'avait prévenu plusieurs jours à l'avance. Et effectivement, à de nombreuses reprises, on peut la voir faire des choses dénuées de sens. Elle fait de grands mouvements alors qu'elle est censée être attachée et demande même si la corde est assez serrée. Plusieurs minutes après le prank, elle passe d'un état de choc très visible à en rire avec ses soi-disant persécuteurs. La question de sa participation au film est très clivante. L'avocat chargé de prouver la culpabilité des accusés, Byron Conchu, maintient que la vidéo montre 4 individus en train de, je cite, « traumatiser mentalement à l'extrême une personne ». Ou encore un journaliste local, Jim Smith, qui a suivi l'histoire depuis le début et qui a déclaré que c'était l'un des cas les plus étranges qu'il avait vu de sa carrière, en expliquant que pour certaines personnes, ce qui se passait dans la vidéo était ridicule, tandis que pour d'autres, c'était un cas très sérieux. Même les avocats censés défendre les accusés étaient assez nuancés sur la question de la connaissance de Daniel. L'avocat de Derek, par exemple, qui était un des individus les moins impliqués, était assez nuancé, en expliquant que lorsqu'il a vu la vidéo pour la première fois, il était choqué. Il avait la sincère impression qu'elle était terrifiée, et il a eu besoin de regarder la vidéo plusieurs fois avant de se rendre compte des incohérences. Par contre, à l'opposé, l'avocat de Jimmy, Dan Ambrose, est catégorique. Daniel savait ce qui allait se passer cette nuit. Apparemment, la veille du film, le groupe était réuni, Daniel y compris. Ils se seraient concertés sur le fait de passer à l'action et se sont mis d'accord pour le faire le lendemain. Il insiste qu'à aucun moment, elle ne supplie le groupe d'arrêter ou de la laisser en vie, et sourit au moment de la révélation de fin.
Il dit, je cite, « Elle fait semblant d'être morte pendant approximativement 1 minute. Si Taylor pensait réellement être enterrée vivante, elle se serait débattue. » Bref, au final, tout ce qu'on a, c'est une parole contre une autre. Il est beau avoir des arguments des deux côtés, la seule personne qui connaît réellement la vérité, c'est Taylor. Quelques temps plus tard, les sentences sont tombées. Derek est celui qui a été le plus épargné, avec seulement 200 € d'amende. Jimmy Carwile, 4 mois de prison. Christina a conclu un accord avec la justice afin d'écoper d'une peine réduite, 6 mois de prison. Et enfin, Travis et John, 8 mois de prison. Après avoir purgé leurs peines respectives, ils sont tous libérés et tout rentre dans l'ordre. Du moins, c'était sans savoir qu'une dernière chose allait leur tomber dessus. Travis Peya est mort en 2006, à seulement 24 ans. Derek Faxlinger est mort en 2007, à seulement 23 ans. Et Jonathan Cockerill est mort en 2014, à seulement 32 ans. 3 des hommes ayant participé au vrai Blair Witch sont morts très prématurément. Et il n'y avait pas beaucoup plus d'informations que ça, jusqu'à ce qu'un utilisateur s'appelant Beef Brother L sorte de nulle part et poste un gigantesque message parlant de l'affaire en général. On y apprend que Derek serait mort d'une crise d'épilepsie. Ses organes ont été donnés et ont sauvé quelques personnes. Travis aurait eu une grosse infection dentaire, ayant probablement contribué à son décès. John, lui, était déprimé. Sa mère était décédée et ils étaient plutôt proches. Cette nuit, un autre ami était avec lui. C'était une overdose accidentelle. Jimmy, lui, aurait déménagé et était celui le plus affecté par l'affaire. Mais, selon ses dires, aucune de ses morts n'était due à la pression de tout ce qui s'était passé quelques années avant. Un peu plus bas dans le message, on y apprend par contre plusieurs choses sur Danielle. Il semblerait qu'elle se soit excusée auprès du groupe après l'incident, car elle expliquait qu'elle était jeune et influencée par des figures d'autorité qui l'ont poussée à suivre la procédure. Apparemment, elle était connue dans sa classe pour être une exagératrice. Je cite, « Elle a dit après coup qu'elle pensait que ramener la cassette chez elle montrerait que c'était juste pour rigoler et que tout le monde serait tiré d'affaire. J'ai le sentiment qu'elle a apprécié être au centre de l'attention, mais que les choses ont pris une tournure incontrôlable. Si je connaissais pas ces gars-là, que j'avais pas participé à ces pranks avec eux, tourné une douzaine de films d'horreur dans le jardin et passé tout mon temps libre avec eux pendant des années, j'aurais pensé qu'ils étaient fous aussi. Mais même si c'était plus simple de croire à de la cruauté pure, c'était pas le cas. À l'époque, Jackass et Blair Witch étaient mainstream, alors pour eux, c'était juste un mélange des deux styles. C'est malheureux. C'était dévastateur pour notre groupe d'amis, leurs familles et proches. Aller leur rendre visite en prison, c'était n'importe quoi. J'oublierai jamais comment ils avaient l'air tristes et le nombre de personnes qui sont venues les voir. Tout le monde savait que c'était pas méchant. Sauf le procureur. Un vrai trou du cul. Bref, c'était un prank et tout le monde le savait, sauf la justice. Le vrai Blair Witch est un des lost médias les plus clivants que j'ai pu voir. Lorsque je suis tombé sur la vidéo du documentaire pour la première fois, j'étais dégoûté. Un petit peu en retrait sur mon siège, en train de me demander ce que j'étais en train de voir. J'avais du mal avec le rythme et l'acting de la vidéo. Tout me semblait très vrai et très faux à la fois, un peu trop d'intensité par moment et clairement pas assez parfois. À force de revisionner encore et encore la vidéo et avec toutes les informations qu'on a pu avoir, j'arrive vraiment plus à avoir la panique ou encore la peur chez Danielle, puisque seulement les imperfections subsistent. Ses grattements de nez, ses questions sur le serrage de corde, son regard complètement neutre, le fait qu'elle fasse semblant d'être morte pendant plus d'1 minute, puis fasse des blagues avec tout le monde à la fin, au bout de si peu de temps. Même pour quelqu'un dans le déni total de la situation, j'ai du mal à imaginer un tel recul. Et je peux pas me retirer de la tête l'idée qu'elle était complètement au courant de ce qui allait se passer ce jour-là, et que c'était juste plus intéressant de choisir la voie qu'elle a choisie. Est-ce que Danielle Taylor le savait vraiment ? Malheureusement, c'est une question à laquelle seule elle pourrait répondre, mais qui n'aura probablement jamais de réponse.